Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde qui s'intéresse en quelque sorte aux religions dans la cité, et avec effectivement une réunion qui intervient finalement dans un contexte particulier que traverse la France en ce moment. Les mesures de sécurité à l'entrée nous rappellent que la France vit dans une situation d'attention particulière, de tension particulière. Et depuis 2 ans, 3 ans, nous vivons avec cette idée que des attentats peuvent survenir. Et ces attentats, ce qui est très frappant, c'est qu'ils font des victimes qui sont de toutes les religions. Le terrorisme n'épargne personne et n'épargne aucune religion. Avec les attentats de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a eu une sorte de prise de conscience encore plus forte, finalement, que la menace était là. Et évidemment, l'assassinat d'un prêtre a été, pour tous les gens de religion, un événement extrêmement traumatisant. Et a été aussi, finalement, ce qui a suivi cet assassinat du père Hamel. On a vu la réaction d'un certain nombre de voix catholiques, évêques, le pape, qui ont tout de suite appelé au dialogue. On a vu aussi réactions venant de la communauté musulmane qui ont répondu à cette invitation. Et on a vu les pouvoirs publics, le gouvernement, le président de la République, qui ont pris conscience, peut-être comme ils ne l'avaient jamais fait jusqu'à présent, que les religions pouvaient être un facteur de cohésion de la société. Et le voyage de François Hollande au Vatican, pour rencontrer le pape François, symbolisait cette prise de conscience et cette volonté d'échanger avec le pape sur ce sujet-là. On a vu aussi, de façon sur le terrain, des musulmans aller dans les églises, des chrétiens aller dans les mosquées. Des rencontres qui étaient finalement assez peu fréquentes. Mais ici, j'imagine que tout le monde est un petit peu dans cette démarche-là. Et une démarche qui, finalement, part aussi d'un désir de mieux se comprendre. Et la démarche des organisateurs de cette table ronde, c'est que finalement, pour mieux se comprendre, il faut déjà bien se connaître. Et c'est pourquoi une soirée d'une très grande richesse a été organisée ce soir, avec des intervenants de haut niveau et d'une grande diversité. 8 intervenants, et qui sont soit des universitaires, soit des hommes politiques, soit des hommes de religion. 8 intervenants que je présenterai dans 1 minute, mais ça veut dire, comme l'a dit M. Tulou tout à l'heure, que je vais leur demander de ne pas dépasser le temps qui leur a été imparti, pour que tout le monde puisse s'exprimer, et notamment les derniers, que les derniers aient aussi toute l'attention de l'assistance. Et donc je me réserverai la possibilité d'intervenir à un moment pour signaler si un intervenant dépasse un petit peu trop son temps. Et je propose même une sorte de concours. On pourrait dire à la fin quelle catégorie d'intervenants aura le moins débordé. Alors, est-ce que ce seront les universitaires, les hommes politiques ou les hommes de religion? Qu'est-ce qu'on perd surtout? On perd sa réputation. Alors, les intervenants, c'est vraiment un grand plaisir d'être au milieu des intervenants. Il y en a 4 ici, mais je présenterai aussi les 4 qui viendront dans un deuxième temps. Donc, Ladies First, à ma gauche, Catherine Grémion, qui est sociologue, qui enseigne à Sciences Po, et qui a beaucoup travaillé sur de très nombreux sujets, mais qui va notamment nous parler ce soir de l'histoire religieuse de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. À sa gauche, Olivier Vieillard-Baron, qui est géographe et qui a travaillé
sur l'agglomération de Sarcelles, qui a fait un travail de fond reprenant, en quelque sorte, relatant l'histoire de Sarcelles et notamment l'histoire des religions à Sarcelles. À ma droite, Hugues Portelli, qui est vraiment en voisin, maire d'Hermont et sénateur, et également président de l'association des maires du Val d'Oise. Et à ma droite, également, Dominique Lefebvre, président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Tout à l'heure interviendront donc 4 personnalités qui représenteront des religions différentes. Monsieur Laurent Béros, rabbin de Sarcelles, Monsieur Marc-Henri Vidal, qui est pasteur de la paroisse réformée d'Anguien, donc c'est vraiment le régional de l'étape. Monsieur Hikmet Turk, qui est président du Conseil régional du culte musulman, et Monseigneur Sanissa Saladan, qui est évêque de Pontoise. Alors nous allons commencer donc par les universitaires, qui vont avoir chacun 15 minutes. 15 minutes pour, finalement, à travers leurs travaux de recherche, nous permettre de connaître en profondeur la façon dont les différentes communautés religieuses se sont implantées sur le territoire du Val d'Oise. Val d'Oise qui est à la fois une terre très ancienne, mais où effectivement des populations des 4 coins du monde se retrouvent et cohabitent. Donc je vais demander d'abord à Monsieur Vieillard-Baron de nous parler de Sarcelles, qui est une ville avec un foisonnement de nationalités et de cultures, et qui est donc en 50 ans, puisque cette table ronde évidemment a lieu dans le cadre du jubilé du diocèse, donc, mais depuis 50 ans, comment est-ce qu'a évolué la ville de Sarcelles et les religions dans la ville de Sarcelles? Merci, merci Monsieur Toulou aussi. Voilà, donc j'habite dans le sud de Paris, je précise, et je suis affectivement rattaché au Val d'Oise depuis longtemps, puisque j'ai exercé pendant près de 15 ans au lycée technique de Sarcelles comme professeur d'histoire-géographie, avant de faire ma thèse sur le risque du ghetto dans la région parisienne, et avant donc d'être nommé à l'université à Saint-Denis, puis à Nanterre. Donc j'ai travaillé beaucoup comme professeur d'histoire-géographie au sein du lycée sur les origines et les trajectoires migratoires des jeunes entre 1975 et 1990. Donc ça fait déjà 25 ans. Et dans ma classe, qui était très ouverte, puisque je n'avais pas le bac, j'avais des classes de seconde et de première, on avait des temps de parole et de discussion. Et systématiquement, on avait au début de chaque cours 10 minutes ou un quart d'heure de discussion sur l'actualité, sur ce qui se passait. Et je dois dire que ces dialogues étaient particulièrement riches, puisqu'ils provenaient de Français, de Parisiens, mais aussi d'étrangers. J'avais dans toutes mes classes réunies à peu près 24 nationalités, 40 groupes ethniques, donc une mosaïque monde qui se constituait dans les classes et qui permettait d'enrichir le dialogue et de faire en sorte que chacun pouvait écouter l'autre. Donc je crois que c'est une chose très importante. Et à partir de là, progressivement, je me suis intéressé au contexte urbain dans lequel vivaient les jeunes de mon lycée et en particulier à leurs attaches sociales, économiques, aux travaux de leurs parents et à leurs attaches religieuses. Et ensuite, comme universitaire, je me suis intéressé tout particulièrement à la communauté d'agglomération Val-de-France, ce qui comprend Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel et Arnouville, en liaison avec la mission Mémoire et Identité du Val-de-France. Alors il faut dire que le Val-de-France, ça représente 140 000 habitants, c'est-à-dire un peu plus de 12% du département. Le Val d'Oise compte à peu près 1 200 000 habitants. Donc c'est un point d'ancrage très important et très spécifique aussi, puisque, comme on l'a dit, on est dans l'est-sud-est du département, dans une zone urbaine très sensible, alors que le département comporte beaucoup de domaines périurbains, plus ou moins lâches, plus ou moins denses, une ville nouvelle et du rural, quasiment du rural profond même, en allant tout à fait à l'ouest.
Donc on est dans un département complexe, très divisé, et je vais vous parler de la communauté d'agglo, Val-de-France et Sarcelles en particulier. Alors, sur Sarcelles, ce qui m'a frappé du point de vue historique, c'est qu'en 1900, on avait une église catholique, Saint-Pierre-Saint-Paul, et puis c'était tout, un seul édifice religieux. Et sur les 4 communes de l'agglomération, on avait 4 églises catholiques en 1900. En 1965, donc après 10 ans de construction du grand ensemble, pour Sarcelles qui a commencé en 1955, on avait 13 groupes religieux, 13 lieux cultuels. Et en 2012, aujourd'hui, on a à peu près 60 lieux de culte dans les 4 communes, à peu près 23 à Sarcelles, 60 lieux de culte et 70 si l'on rajoute les communautés évangéliques qui sont assez fluctuantes. Parce que le dénombrement est toujours complexe pour les lieux de culte avec l'évolution des religions aujourd'hui, c'est-à-dire des religions qui deviennent mouvantes, nomades et qui ne sont plus ancrées comme l'étaient les paroisses catholiques et comme le sont toujours les paroisses catholiques. Donc on a dans tout l'ensemble des évangéliques qui aujourd'hui sont les groupes dominants et qui créent le plus d'églises en France. On a des sortes de confessions pèlerines quelque part, ou qui ont des lieux pèlerins, nomades, difficiles à cerner parce qu'ils s'installent de temps en temps dans un hall d'un grand hôtel, de temps en temps dans un entrepôt, de temps en temps dans une usine désaffectée, ce qui est donc difficile à repérer. Voilà. Donc, dans cet ensemble complexe, sur 60 édifices religieux bien répertoriés dans les 4 communes, on a à peu près une dizaine d'églises catholiques, églises ou chapelles. On a 23 lieux de culte, oratoires ou synagogues juifs. On a une douzaine de mosquées ou lieux de prière. Et puis, à peu près une quinzaine de lieux évangéliques. 5 églises orientales, 2 églises arméniennes à Arnouville, une église copte à Sarcelles, Saint-Athanase, et 2 églises assyro-chaldéennes, une à Sarcelles, Saint-Thomas apôtre, qui est une très grande église, la plus grande église assyro-chaldéenne d'Europe, et une église qui vient d'être inaugurée à Arnouville, assyro-chaldéenne également. Il faut ajouter un temple bouddhiste, il faut ajouter un temple sikh, une assemblée des témoins de Jéhovah, et puis quelques autres groupes. Donc, avec l'évolution du grand ensemble, s'est constitué progressivement une sorte de mosaïque religieuse. Et finalement, aujourd'hui, puisque dans la communauté d'agglo, il y a plus de 50% de population issue de l'immigration, pour 20% d'étrangers, vous avez une mosaïque religieuse, et c'est le renouveau religieux, quelque part, est venu des communautés migrantes, à partir des années 50. Et alors, ça a beaucoup progressé dans les années 70, 80, 90. Donc, renouveau religieux et en même temps, dispersion progressive. C'est-à-dire qu'on est dans des systèmes de mobilité complexes. Les migrants bougent. Et aujourd'hui, les études sur les quartiers difficiles montrent que ce sont les lieux de plus grande mobilité résidentielle. Contrairement à ce qu'on croit, et dans ma thèse, j'avais expliqué qu'on tendait vers le ghetto, mais on n'y arrivait jamais, parce qu'il y avait des mobilités résidentielles fortes, qu'il y avait des promotions et donc des déplacements vers la périphérie pour les classes moyennes ou ceux qui devenaient les classes moyennes. Donc on a des systèmes de mobilité complexes et les religions donc subissent quelque part ces mobilités. Les lieux évoluent, certains peuvent fermer, d'autres ouvrir, et le dialogue interreligieux, quelque part, peut en souffrir. Depuis que je suis à Sarcelles, j'ai toujours entendu parler du dialogue interreligieux. Et ce dialogue connaît des hauts et des bas. Et quelquefois, c'est un vœu pieux, il faut bien le dire. Chaque communauté tend à se replier sur elle-même pour des raisons de sécurité, des raisons affectives. Mais des personnalités peuvent ouvrir le débat. Et j'ai rencontré, par exemple,
le rabbin Gedge, le grand rabbin Gedge à l'époque, le Rav Israël. J'avais parlé avec le Rav Lubavitch. J'ai rencontré des représentants de la communauté réformée autour du grenier de Sarcelles, qui a été pendant longtemps un des points centraux de dialogue interreligieux et de développement culturel. Mes élèves sont allés souvent au grenier de Sarcelles voir des expositions, assister à des conférences, etc. Donc il y a des spasmes, si vous voulez, dans l'évolution d'un grand ensemble. Et Sarcelles est très significatif à cet égard. C'est un grand ensemble qui a la dimension d'une ville, c'est-à-dire près de 40 000 habitants. Hein, sur la ville elle-même, une soixantaine de nationalités, à peu près la moitié de migrants dans la population, migrants français maintenant et étrangers. Donc des spasmes qui font que les strates arrivent, se succèdent, s'implantent, se dispersent, reviennent. Il y a eu des nostalgies juives pour des jeunes juifs que j'ai connus qui s'étaient installés à Paris ou dans le grand périurbain, qui sont revenus à Sarcelles, parce que Sarcelles a gardé longtemps un esprit pionnier, un esprit jeune, et beaucoup de jeunes, dans les années 80, s'y plaisaient beaucoup. Il y avait une ambiance autour du Forum des Cholettes, autour du cinéma, autour des maisons de quartier, autour de la MJC, puis la MJC a dépéri, les maisons de quartier ont fermé pour certaines d'entre elles. Il y en a d'autres qui sont rouvertes. Il y a des centres sociaux qui ont pris le relais et qui sont devenus des centres actifs, etc., etc. Donc, pour les religions, c'est un peu la même chose. Ça dépend des personnalités. Et le dialogue interreligieux a fonctionné, disons, plus ou moins épisodiquement. Et quelquefois, c'est devenu dramatique avec des actes antisémites. Et l'antisémitisme est latent, bien sûr, vous le savez tous, mais il n'est pas forcément productif de violence et d'émeutes comme il y a eu en juillet 2014. Mais quand j'étais à Sarcelles, j'ai toujours eu connaissance de tensions, mais qui étaient systématiquement étouffées. Mais là, on est dans une période de crispation ou plutôt dans une période de détente dans la cohabitation entre les différentes communautés? Alors, je dirais que, pour le peu que j'en sache, du côté de la communauté juive, il y a quand même une certaine inquiétude et une volonté de sécurité. Et cette volonté de sécurité conduit une partie des juifs qui ont d'ailleurs évolué, hein, parce qu'au début, quand j'y étais, il y avait beaucoup de juifs libéraux, et maintenant il y a plus de juifs traditionnalistes, voire ultra-orthodoxes. Donc il y a une inquiétude, et il y a des alias qui se font vers Israël, qui se sont développés. Donc c'est un signe de tension, c'est un signe de peur pour la sécurité. Il est évident que chaque communauté religieuse recherche d'abord sa sécurité, et c'est tout à fait compréhensible. Donc il y a des tensions, mais en même temps, il y a des signes de lumière, j'allais dire, parce qu'il me semble que c'est à Villiers-le-Bel, il y a eu par exemple un dialogue autour du sens de la lumière pour les trois religions, hein, le catholicisme, l'islam et le judaïsme, et ça regroupe des bonnes volontés, et il y a des moments de lumière et des moments de tension. Et donc on ne peut pas avoir une idée absolument globalisante, définitive sur la situation. Un mot sur la communauté assyro-chaldéenne. Donc, oui. C'est une implantation très récente. Non, comment pouvez-vous la décrire? J'ai beaucoup suivi la communauté assyro-chaldéenne. J'ai eu les premiers élèves assyro-chaldéens dans les années 80, hein, donc il y a une trentaine d'années. Et donc on a beaucoup travaillé sur la mémoire des origines. Hein. Ils viennent des monts du Hakkari à la frontière de la Turquie et de l'Irak. Et ils étaient persécutés par des musulmans kurdes et qui prenaient leurs filles. Et ils sont donc décidés de partir. C'est une émigration de village, ce qui change tout parce qu'ils se sont implantés définitivement, pour beaucoup d'entre eux, dans le Val d'Oise, près de 15 000, et beaucoup à Sarcelles, où ils sont environ 4 000. Et cette communauté est arrivée avec les anciens, avec les jeunes, avec les femmes, avec une volonté farouche d'intégration. Et ils ont réussi très vite. Hein, mes anciens élèves, j'en ai qui sont devenus comptables, j'en ai qui sont devenus ingénieurs, étudiants qui ont fait des études universitaires. Et il y a une solidarité très forte, alors un peu fermée quelque part, parce qu'il y a des formes d'endogamie. Il faut travailler aussi
sur l'endogamie et sur les écoles, pour bien comprendre, et en particulier les écoles privées, mais on y reviendra si vous voulez bien. Et donc, endogamie au sein de la communauté assyro-chaldéenne, mais en même temps, solidarité très forte. Chaque ménage assyro-chaldéen a payé, par exemple, à peu près 1 500 € pour participer à la construction de Saint Thomas apôtre à Sarcelles. Et ensuite, ils se sont solidarisés pour créer l'église d'Arnouville. Et donc, une communauté tenue, très solidaire, travailleuse, et qui affirme sa place dans l'espace public, mais de façon discrète, hein, à travers des restaurants, à travers des magasins d'habillement, à travers des bars tabac, etc. Hein, j'avais étudié donc ces implantations. Et peut-être une dernière question. Donc, où est-ce que se fait la rencontre? Où est-ce que se met en place, en quelque sorte, la coexistence entre toutes ces communautés? Est-ce que c'est l'école qui joue un rôle fondamental? Est-ce qu'elle réussit à jouer ce rôle? L'école joue un rôle fondamental, ça c'est sûr. Et les écoles de Sarcelles sont des ruches, quelque part, qui permettent des débats, de l'intégration. J'en ai été témoin, j'en ai été un membre actif. Mais il y a aussi des écoles privées nombreuses. Par exemple, à Sarcelles, vous avez le Saint-Rosaire, près de 2000 élèves, hein, du primaire jusqu'au lycée, jusqu'aux classes techniques, etc. 2000 élèves de toutes les religions. Et vous avez des écoles privées très ouvertes. Vous avez des écoles privées aussi beaucoup moins ouvertes. Je suis obligé de dire que les écoles juives, par exemple, à Sarcelles, sont moins ouvertes de fait, hein, que ce soit Ozar à Torah, que ce soit Torah Emet, hein, sont moins ouvertes de fait, parce qu'il y a moins de demandes. Mais bon, en dehors des écoles privées, les masses de population vont dans les écoles publiques et c'est un lieu d'intégration majeur. Alors, il y a aussi les salles communautaires, il y a aussi les centres sociaux, la maison des jeunes à une époque, des commerces autour des flanades, par exemple, qui peuvent servir de lieux de rencontre. Et puis, il y a des lieux délocalisés. Le gros problème aujourd'hui, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire que vous avez des réseaux immatériels par Internet qui se développent beaucoup et qui limitent quelque part les rencontres. Et ça, c'est un des problèmes et un danger aujourd'hui. Beaucoup de jeunes font mal la distinction entre le virtuel et le réel. Et ça aboutit à des catastrophes parfois. On est davantage connecté à quelque chose qui se passe à 5000 km ici qu'à son voisin de palier. Voilà, absolument. Merci beaucoup pour cette intervention très très intéressante. J'aurais pu vous questionner aussi évidemment sur le rôle de la municipalité, enfin des élus locaux, mais voilà, d'autres élus locaux prendront la parole tout à l'heure. Madame Catherine Grémion, vous nous emmenez à Cergy-Pontoise. Donc vous avez un auditeur particulièrement attentif. Mais voilà, comment s'est passé finalement pendant que se déroulaient ces évolutions que M. Villers-Baron a décrites pour Sarcelles? Comment ça se passait dans le même temps à Cergy-Pontoise? En l'occurrence, je ne vais pas... Ça marche? Oui. Je ne vais pas vous parler seulement de Cergy-Pontoise parce que je crois que Cergy-Pontoise est... Enfin bon, moi j'ai fait une étude qui portait sur 3 villes nouvelles. Cergy-Pontoise, Évry et Saint-Quentin-en-Yvelines, qui inclut Trappes, etc. Donc je crois que ce serait un petit peu réducteur de ne parler que de Cergy-Pontoise, et je le présenterai un peu en comparaison avec les deux autres villes. Donc je vais tracer à très grands traits, c'est 40 ou 50 ans, c'est le jubilé, donc 50 ans, d'évolution religieuse dans ces villes périphériques de Paris. Et je crois que ce qu'elles ont connu est très représentatif de ce qui se passe dans beaucoup d'autres endroits. Alors, j'ai beaucoup de papiers, mais je pense que j'irai quand même assez vite. Donc, je voudrais commencer par cette époque où on parlait de termes qui sont un peu restés, l'islam des caves, l'église des catacombes et le judaïsme domestique. En fait, ces 3 réalités étaient concomitantes.
Alors, si on commence par les catholiques dans les années 60-70 avaient été étaient partagés entre une masse de fidèles qui étaient plus ou moins pratiquants, cultivés, et puis d'autres qui étaient plus intellectuels, militants, et qui se sont retrouvés souvent dans les villes nouvelles, et pour laquelle le Concile de Vatican II était quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'avait amené Vatican II? Moins de dévotion traditionnelle, culte des saints, choses comme ça, retour à l'écriture, des messes avec des lectures en français, l'Ancien Testament, réaction contre le luxe et le pompe des cérémonies, les classes par exemple des mariages, tout ça, ça disparaît, valorisation des laïcs, rapprochement avec les protestants, avec les juifs, idée qu'on peut faire son salut en dehors de l'Église, qui était aussi très nouveau, et choix de la pauvreté. Je crois que c'était une période où il y avait une grosse influence du père de Foucault, mort très pauvre au Sahara, et puis les prêtres ouvriers. Donc une sorte d'anti-triomphalisme, comme on disait, qui réagissait aussi un peu contre l'attitude de certains évêques à l'époque de Vichy. On voulait être le levain dans la pâte, l'église des catacombes, et on préférait des réunions en petits groupes aux grands rassemblements. Donc voilà une forme de christianisme qui était très vivant à Cergy en particulier. Alors, il y a eu également en 68 le choc d'humanité, qui est une encyclique publiée par Paul VI, qui touchait aux familles, au contrôle des naissances, qui interdisait tout ce qui était médical comme artificiel. Et ça a été l'occasion d'une crise très forte, aussi bien du côté des fidèles que des prêtres. Voilà. Mais ceci dit, dans le cas des villes nouvelles, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que dans ces villes, qui étaient donc de nouveaux départements, avec de nouveaux évêques, les aménageurs avaient envie de créer des vraies villes, donc un centre-ville. Et pour eux, le centre-ville, c'était l'église avec la place et puis la boulangerie et les gâteaux en face. Donc ils voulaient des églises et des cathédrales. Il y a eu une cathédrale importante qui a été créée à Évry, en l'occurrence à Cergy-Pontoise, ça ne se posait pas vraiment. Mais ils se sont heurtés en fait très vite à la volonté des fidèles de refus de ces édifices. Ils voulaient des choses discrètes, sans signes visibles, sans clocher, sans croix. Et les prêtres eux-mêmes étaient des prêtres au travail, chauffeurs routiers, professeurs, avec des messes dans les locaux collectifs. À Cergy, en l'occurrence, les LCR ont été investis par les chrétiens au début de cette vie chrétienne dans les villes nouvelles. À Saint-Quentin, en Yvelines, il y avait une baraque de chantier qui a servi d'église, qui s'appelait Notre-Dame de la Tôle, et tout le monde en garde un très très bon souvenir. Je pense que le père Lalanne connaissait cette affaire. Les protestants ont passé, eux, fait de discrétion, donc cet aspect de nouveauté de la discrétion ne les touche pas tellement. Pour les juifs, eh bien, après le nazisme et les persécutions, ils ont essayé de refaire une vie en France. C'était le plus souvent des familles askénazes qui pratiquaient un judaïsme discret, dans lequel les réunions rituelles, comme le repas du sabbat, par exemple, ou la fête de Pâques, pouvaient être célébrées tout à fait en privé, le chef de famille étant l'officiant. Donc, peu de signes distinctifs, peu de synagogues, et les plus anciennes synagogues suffisaient. C'est ce qu'on a pu appeler le judaïsme domestique. Quant aux musulmans, l'islam des caves, eh bien, c'était les hommes seuls à l'époque qui étaient venus pour travailler, qui envoyaient leur salaire au pays. Ils habitaient des HLM, des foyers, où les salles de prière étaient souvent en pied d'immeubles, quelquefois même en sous-sol, d'où ce terme de cave. Et ils étaient tellement discrets qu'il y a une thèse qui a été faite sur l'immigration au Maghreb à Saint-Quentin où il n'y a pas le mot islam. Les associations, en l'occurrence, qui entretenaient, qui faisaient vivre ces lieux de prière et de réunion, étaient souvent nationales, marocaines, algériennes, fondées sur la proximité. Donc cet islam des caves correspond finalement à l'époque à une discrétion générale du religieux, et c'est la première époque importante. La deuxième époque, ça va être l'émergence dans la cité. Alors dans un second temps, il y a des mouvements migratoires importants qui se sont accentués, et avec eux, des caractéristiques des fidèles et des différentes religions vont changer, et leur rapport aux autorités civiles aussi. Les Juifs tout d'abord. Eh bien, la fin de la guerre d'Algérie va amener une migration importante de familles qui viennent d'Algérie, d'Afrique du Nord en général, de Tunisie, du Maroc. Ils sont généralement de tradition séfarade. Tradition plus démonstrative, plus collective, habituée à des rituels différents. Le port de la kippa s'affiche davantage. On se rassemble près des lieux de culte qu'on veut édifier dans les quartiers neufs. Et il y a une visibilité nouvelle de ce début de communauté qui va s'affirmer, d'autant plus que le voisinage avec des populations arabes et les problèmes avec Israël vont faire qu'on va s'affirmer comme juifs en face de ceux qui s'affirment comme arabes ou musulmans. Les musulmans, eux, avec le regroupement familial dans les années 75-80, ont une immigration qui change de nature. Ce ne sont plus des hommes seuls, ce sont des familles avec des jeunes. Or, ils arrivent à une
un moment où il y a des circonstances qui vont marquer leur intégration, la fin du fordisme et de l'emploi manuel, la possibilité de se loger dans les grands ensembles qui souvent ont été désertés par des familles qui préfèrent l'habitat individuel, la possibilité de payer les loyers grâce à l'APL qui est créée en 1977, et puis leur absence de travail qui est bientôt palliée par le RMI créé par Michel Rocard en 1992. Mais tout ceci permet d'être logé, de vivre, mais pas de s'insérer. Il n'y a pas de travail. Et donc le désœuvrement va s'installer comme la perte de perspective de retour au pays. Et c'est finalement la vie en France qui commence à être envisagée avec ses conséquences religieuses, recherche de cimetières, d'abattoirs pour l'Aïd et de mosquées. Avec ces familles viennent des imams qui prêchent un islam très différent de celui des pères, plus strict. D'abord le tabligh, qui imitent le prophète, puis les frères musulmans et enfin les salafistes. Le voile des femmes devient un problème civique qui tente à montrer la plus grande foi des hommes. On a rencontré des hommes qui disaient « moi, pour montrer que j'ai plus de foi, ma femme est plus voilée ». La prière collective devient une manifestation d'appartenance. Les demandes de mosquées surgissent, acceptées par les architectes qui imaginaient bien la présence du religieux au cœur de ces villes nouvelles. Mais ça pose aussi des questions financières. On va faire appel au Maroc, à l'Arabie Saoudite, avec les conséquences que ça peut avoir. S'ensuit ensuite des demandes de cantines sans port, halal, etc. Enfin, on voit de grandes mosquées surgir, comme à Évry. À Trappes, il y a un projet qui est au cœur d'une campagne municipale qui va faire tomber un maire communiste. Et alors, par ailleurs, à Cergy, il y a des débats importants au sein du conseil municipal pour l'érection de la mosquée, mais ça prendra plus de temps. Il y a une date marquante. En 1982, les associations qui jusqu'ici étaient interdites aux étrangers, la loi 1901 peut être ouverte aux étrangers. Ils peuvent recevoir des subventions. Et c'est important parce qu'elles vont pouvoir, quand elles sont culturelles et non pas cultuelles, être aidées par les collectivités locales. Alors les catholiques sont aussi confrontés à des mouvements migratoires importants. Ils voient arriver des ruraux, et ça c'est tout à fait vrai à Cergy, l'arrivée de ruraux proches, mais aussi de catholiques immigrés, africains, tamouls, vietnamiens. Et ceux-ci ont une demande de culte tout à fait différente de celle des militants du début de la ville nouvelle, une tradition plus populaire, avec un culte des saints, une vision moins intellectuelle que celle des militants de l'Église enfouie. Alors, face à ces demandes religieuses, il va y avoir une politique d'affirmation de présence. Chez les catholiques, ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce qui va favoriser la visibilité de l'Église catholique, c'est plutôt le décalage entre le faible nombre des prêtres et leur vieillissement et le flux de nouveaux fidèles. Ils demandent des cultes, des sacrements, des messes, et la gestion des petits lieux de rencontre dispersés n'est plus possible. Donc on va envisager des grands rassemblements qui aident à faire masse. La cathédrale d'Évry voit le jour, ça c'est à Évry, poussée par les aménageurs. Elle est très vite confiée à un prêtre africain. À Cergy, après les LCR, on va utiliser des stades, des gymnases, y compris pour l'enterrement d'un des premiers évêques. Et puis ensuite, on va édifier une église, mais une église discrète. Sainte-Marie des Peuples, au début, on n'a aucun signe, pas de clocher, pas de croix. Et puis un nouveau curé va y mettre une grande croix visible de loin. Et on y voit des cultes qui sont en plusieurs langues, avec des vêtements bigarrés, africains, indiens, des chants, des intentions en différentes langues. Et puis, plus récemment encore, on réalise ce que vous connaissez bien, la nouvelle grande église très grande aux Anames, Frédéric aux Anames, qui peut rassembler des milliers de fidèles et qui est bien visible au cœur du nouveau quartier de la ville. Donc, souci de visibilité qui entraîne l'organisation de grands rassemblements aussi, le FRAT, les JMJ. On voit des pèlerinages pendant la Semaine Sainte, les prêtres les plus jeunes s'affirment en portant la soutane. Donc, souci d'exister de façon visible dans la cité. Les protestants, je n'ai pas encore beaucoup parlé d'eux, mais on a fait allusion aux évangéliques, qui là aussi, avec l'immigration, vont monter en importance. Ces évangéliques correspondent à un mouvement présent dans l'Église catholique, c'est-à-dire les charismatiques, mais ils vont bouleverser le paysage religieux. Ils viennent d'Afrique ou des États-Unis. Les pasteurs évangéliques ont été formés au sein de grandes églises, quelquefois, ou d'églises, c'est aussi des pasteurs autoproclamés. Ils font preuve d'une grande activité dans toutes ces villes étudiées, se rassemblent là où ils peuvent, Hervé l'a déjà dit, hôtels, salles diverses, hangars. Ils sont peu reconnus par les pouvoirs publics, qui voient souvent des mouvements sectaires, qui s'en méfient, mais ils sont devenus majoritaires dans le protestantisme français. Par des réactions de défense, les réformés et les luthériens se sont unis. La Fédération protestante de France accepte certains évangéliques avec des garanties, mais il y a aussi une fédération évangélique qui s'est créée à côté de la Fédération protestante de France. Alors, ils sont peu œcuméniques, ils rebaptisent les chrétiens des autres églises, ils croient aux guérisons par l'esprit, ils ont une lecture souvent très fondamentaliste de la Bible. Certains sont créationnistes, croient en la création en 7 jours,
mais ils ont des cultes très colorés, joyeux, avec des danses, des chants de louanges. Ils sont très unis par des liens de proximité et d'entraide efficaces, ce qui fait qu'ils attirent beaucoup de monde. Donc là, vous nous avez décrit finalement une situation initiale avec dans toutes les communautés religieuses un souci de discrétion et l'émergence d'un souci de visibilité. Absolument. Et alors aujourd'hui, écoutez, où est-ce qu'on en est? On pourrait se demander si cette visibilité, si cette réunion dans des grands lieux, mosquées, etc., vont amener une unité dans ces religions. Ce n'est pas du tout le cas. C'est même le contraire. Enfin, ce n'est pas ça qui entraîne le contraire, mais on constate le contraire en même temps. C'est-à-dire qu'on aperçoit qu'il y a des clivages très profonds et croissants entre les différentes confessions, même si elles se rencontrent parfois, mais aussi au sein de ces différentes confessions. Et des clivages qui sont à la fois intergénérationnels et de tendances multiples. Alors, entre les réformés et les évangéliques dans le protestantisme, la différence est très importante, théologique, etc. Au sein du catholicisme, on voit diverses tendances. Issues du Concile, il y a ceux qui trouvent qu'il a été trop loin, qu'il faut revenir en arrière, et ceux qui, au contraire, veulent continuer à changer. Il y a des comportements qui sont révélateurs. La place des filles, par exemple, dans la liturgie, qui est un marqueur. On voit revenir des servants de messe. Parfois, les filles avaient été admises à servir la messe avec des garçons. Alors là, il y a deux cas qui se présentent. Ou bien elles sont maintenues, mais le plus souvent, elles sont renvoyées au rôle de distributeur de papier à la sortie avec une grande cape. Elles sont très fières, mais enfin, elles n'ont plus le droit d'approcher de l'autel. On les appelle servantes de l'Assemblée, ce qui est un peu autre chose. Et bon, alors ça varie d'une paroisse à l'autre, d'un évêché à l'autre, et ça peut être source de blessures chez des gens qui avaient des habitudes différentes. Le type de vêtements liturgiques, l'encens, les pratiques pastorales, plus ou moins strictes concernant la confession, le contrôle des naissances, l'accès au mariage en cas de cohabitation juvénile. Bon, tout ça, il y a des clivages finalement dans l'Église, pas seulement en France d'ailleurs. Et il y a eu des nominations qui ont favorisé un retour à la tradition qui choque des anciens. Le pape François, lui, qui séduit, qui intrigue, essaye de naviguer entre toutes ces orientations, et ça n'est pas facile. Pour les Juifs, il y a aussi des divisions très importantes entre les anciennes familles totalement sécularisées, les libéraux, qui cherchaient l'esprit plutôt que la lettre des prescriptions, et les orthodoxes ou des extrémistes assez proches des plus durs des religieux d'Israël. La distance est très très importante. Le consistoire ne reconnaît ni les libéraux ni les plus fondamentalistes, et les écoles juives qui se sont créées relèvent plutôt de tendances dures. Les voyages en Israël chez les jeunes, alors l'important c'est aussi la différence de génération. Les jeunes ont une forte influence, subissent l'influence beaucoup des voyages en Israël, et ils vont reprocher à leurs parents d'être trop laxistes en matière alimentaire, en matière rituelle. Voilà. Chez les musulmans, on retrouve un petit peu le même genre de tension. C'est-à-dire que les différences entre les générations sont extrêmement visibles. Il y a des pères qui nous ont dit, mais dans le temps, on se faisait la bise, il n'y avait pas d'histoire de foulard. Ou encore, mon fils est fou, il voudrait m'interdire la télé, la musique. J'ai travaillé, moi, je veux vivre. Ou une mère de famille, je suis inquiète, mon fils va à la mosquée. Alors, on s'aperçoit qu'entre l'islam coutumier des pères et puis les nouvelles tendances des fils, qui peuvent venir des imams sur le territoire, mais aussi des émissions de télévision ou d'Internet qui viennent des pays du Moyen-Orient, il y a des tensions assez vives. Alors là, vous nous décrivez vraiment un paysage très éclaté. Oui. Quels sont les Est-ce que vous avez perçu, malgré tout, des lieux de cohésion, des lieux de coexistence? Écoutez, là, vous donnez le sentiment, effectivement, de société très émiettée et de religion très émiettée. On voit des religions très émiettées, effectivement. Alors, il y a des endroits où les gens dialoguent entre eux, très bien. Par exemple, à Évry, entre le recteur Méroun, l'évêque du Bosc, parce qu'on arrive à la fin du temps. Mais il y a des endroits où il y a des tendances plus dures et où les jeunes, et en particulier ceux qui cherchent à ouvrir un dialogue, vont se faire rejeter. Rejetés par une partie de la communauté, voire même perdre leur poste. Alors, ce qui peut entraîner la cohésion, moi je crois que l'associatif peut être important, mais dans les associations, souvent on voit qu'il y a des très grandes associations, comme le Secours catholique, la CIMAD, mais on oublie qu'elles sont liées à une religion, parce qu'elles ont une vocation de service public en quelque sorte. Et puis il y a des petites associations très très nombreuses, mais qui sont liées à une mosquée, qui sont liées à une église ou à une église évangélique, et qui du coup, là, elles ne peuvent pas établir un lien non plus. Elles sont chacune avec leur propre... Et l'interreligieux... Et l'école, vous avez identifié l'école comme... Moi, je pensais à l'interreligieux et à la nuptialité, parce que ça, c'est aussi quelque chose. L'interreligieux, je crois que c'est très important et qu'il faut qu'il se développe, mais ça a tendance, malheureusement, à être une affaire souvent de spécialistes. Et ça ne touche pas les plus durs, qui refusent, justement, et qui n'y participent pas. Et ça, c'est tout à fait dommage, parce que c'est une chose... Et quand il y a des expositions Bibles qui sont faites par plusieurs religions, il n'y a pas énormément de gens qui y aillent. C'est très important, mais ce n'est pas toujours très...
Alors, en ce qui concerne la nuptialité, je crois qu'il y a des choses intéressantes. C'est qu'on voit de plus en plus... Ce qu'on appelle les mariages mixtes. Les mariages mixtes, voilà. Que ce soit les juifs ou les protestants, ils épousent beaucoup de catholiques. Une des difficultés avec l'islam, c'est que les femmes n'ont pas le droit d'épouser un chrétien. Et que certains sociologues disent que l'échange des femmes, qui fait partie des liens entre des groupes humains qui se rapprochent, là, ne fonctionne pas. Alors, il semble que tout de même, si on veut arriver à une cohabitation, pour que ce ne soit pas seulement des spécialistes qui participent à ces échanges, il faudrait, me semble-t-il, qu'il y ait une ouverture aux religieux plus importante. Parce que le religieux devient quelque chose de... Je crois que cette dimension identitaire qui durcit chez les jeunes est liée à une conception un peu horizontale du religieux. C'est le groupe, c'est un peu la vision, c'est ce qui relie. Mais on perd un peu la vision verticale, qui est quand même le lien avec une transcendance, etc. Et qu'il y aurait beaucoup de choses à faire pour réveiller chez les jeunes l'intérêt pour le religieux, qui souvent disparaît. Et qu'on peut imaginer... En France, il y a tellement de facilités. Il y a les noms des villes et de villages, Saint-Martin, Saint-Germain. Il y a le calendrier liturgique, les vacances. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a les vacances de Pâques, tout ça, etc. Alors ça, ce serait la responsabilité de l'école, des familles. Ce serait la responsabilité de l'école. En Belgique, il y a 1 heure d'enseignement religieux obligatoire, de n'importe quelle religion d'ailleurs, avec un problème de formation des imams qui sont en train de prendre vraiment de façon très intelligente en main pour qu'ils aient une connaissance linguistique, etc., qui leur permettent. Mais en France, on peut aussi utiliser tout ce qui est visite de musée, œuvres d'art, littérature. Je crois qu'il y a beaucoup de possibilités, ou bien faire attention à l'action, quand on fait de l'histoire, à l'action, j'allais dire caritative, enfin les écoles, les hôpitaux, tout ce qui a été créé par les églises et qui ensuite a été repris par l'État. Maintenant, ce sont les services publics, mais à l'origine, ce n'était pas des services publics, c'était des services sortis d'un souci religieux. Donc voilà, une sorte de main tendue aux religions, finalement, pour être plus... Il faut que chacun connaisse bien sa religion pour être capable de tendre la main aux autres et de ne pas les voir comme des adversaires. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé qui a, c'est vrai, un peu dépassé le cas de Sergi.